Juste pour commencer ce thème, hein, aujourd'hui dédié aux 12 manières de se protéger aux États-Unis à la prévoyance, qu'on a condensé en 3 volets séparés. Je vais présenter nos intervenants. Alors, Hélène Carvalho, hein, avocate au barreau de Paris et New York. Hélène qui est spécialiste avocate en droit de la famille, donc tout ce qui a trait au divorce, séparation, etc., mais également à la planification successorale internationale. Hélène, un mot ou deux de plus sur ton parcours? J'ai le barreau de et de venir à New York. Ensuite, le barreau de New York. Donc, j'ai vraiment cette compétence des deux côtés. Et puis, surtout, je travaille avec un réseau de professionnels, des fiscalistes, des notaires. Je travaille souvent avec Guillaume Micolo qui est intervenu ce matin, voilà, et d'autres. Donc, ça permet d'aider les clients et de leur donner des réponses complètes et plutôt que fragmentées. Merci en tout cas pour cette invitation. Très bien, de rien. Et également avec nous, il y a Eric Toby. Alors Eric, notre expert santé qui est aux États-Unis depuis 20 ans et qui va nous parler des meilleures manières de se protéger au niveau privé, hein, soit en utilisant des stratégies typiques à l'américaine ou bien des stratégies internationales. Alors Eric, même chose, est-ce que tu as quelques mots supplémentaires de présentation? Ah, ton micro est en mute. Voilà, vous m'entendez? Parfait. Merci, c'est pour ça que tu es là, Cédric. Bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, je suis installé aux États-Unis depuis 20 ans, présent à New York, et effectivement, notre spécialisation, c'est les solutions d'assurance santé pour les Français aux États-Unis, qu'ils soient installés depuis déjà quelques années ou qui viennent juste d'arriver ou qui sont en passe de l'être. Très bien, merci Eric. Donc, on va commencer la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Alors, en espérant que ça marche. Est-ce que vous le voyez ou pas? Allô? Oui, c'est bon, ça marche. D'accord, parfait. Donc, juste pour commencer pour ce thème, hein, la première chose que l'on regarde parmi ces 12 manières de se protéger, c'est tout ce qui a trait à la protection contre d'éventuels créditeurs. Je pense que tout le monde a entendu parler de scénarios catastrophes, hein, aux États-Unis, des gens se faire poursuivre pour 1 million, 2 millions de dollars, simplement, souvent parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, bien sûr, quand ça se passe, bien sûr, c'est l'avocat qui vient frapper à la porte et demande dommages et intérêts. Donc, vraiment, quelque chose de très important, c'est de pouvoir se protéger à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières, hein, parmi lesquelles vous pouvez vous protéger. Nous, ce que l'on suggère, c'est absolument que nos clients aient ce qu'on appelle une responsabilité civile englobante ou une couverture ombrelle. Alors, c'est vrai que la plupart des gens qu'on rencontre, hein, ont déjà en général une sorte de protection, soit dans leur couverture auto ou couverture domicile, mais il y a un double problème. Premièrement, qui est quantitatif et puis également qualitatif. Alors, quantitatif, c'est-à-dire, par exemple, dans une couverture auto, le maximum de protection que vous auriez d'intégrer, c'est 300 000 $ par personne, 500 000 $ par accident total. Alors, comme vous le voyez, 300 000 $, on ne va pas loin. Donc, quel serait l'impact d'une poursuite en civil? Est-ce que vous devrez à ce moment-là dilapider les comptes bancaires, vendre les propriétés et puis finalement, s'il n'y a pas assez à ce moment-là, peut-être que vos salaires à venir pourraient être attachés afin de satisfaire cette poursuite en civil. Alors, nous, ce que l'on recommande, voilà, c'est-à-dire que cette responsabilité civile de voiture, hein, on a dit qu'elle était très limitée en termes de montant. Pareil par rapport à celle que vous auriez dans votre couverture domicile. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette couverture englobante qui se positionne au-delà de votre couverture auto, de votre couverture maison, vous protégerait non simplement à des montants nettement plus appropriés, mais aussi couvrirait tous les éléments, au niveau personnel, hein, qui pourraient entraîner des poursuites. Alors, où est-ce qu'on peut obtenir ce type de protection? Alors, certaines personnes sont chanceuses. Si vous êtes en contrat expatrié, il y a une possibilité que vous ayez une
couverture ombrelle, donc une umbrella policy, à des montants d'ailleurs très intéressants. Si vous n'êtes pas expatrié, il y a très peu de chances que vous ayez ça à travers votre couverture salariale. Et à ce moment-là, ça serait quelque chose à obtenir à travers votre agent auto-maison, peu importe la compagnie que vous utilisez, que ce soit State Farm, Progressive, Allstate, Travelers ou autre. Adressez-vous à ces personnes en premier. Alors, en termes de montant, nous, ce que l'on suggère, bien sûr, il faut absolument avoir au minimum $1 million de couverture. Ensuite, on essaie de protéger le patrimoine en jeu. Alors, un petit tuyau en termes d'obtention de cette couverture, c'est-à-dire que lorsque vous ferez cette demande, eh bien, votre agent auto, si vous n'êtes pas au maximum de responsabilité autorisée à travers votre couverture auto, va vous demander de l'augmenter, c'est-à-dire de passer aux 300 000 par personne, 500 000 par accident total, ce qui risque d'augmenter d'une certaine manière vos primes de couverture auto. Mais puisque vous aurez une autre ligne d'assurance, vous devriez bénéficier d'un rabais à travers ce processus. Alors, simplement, pour vous dire en termes de mon expérience personnelle, je suis passé de 1 million à 2 millions de couverture. 2 millions actuellement me coûtent $425 par an. 1 million me coûtait $300. Donc, on parle vraiment de sommes très abordables. Alors, bien sûr, ça peut différencier selon votre état, situation familiale ou bien quels seraient les prestataires, quelles seraient les compagnies auto-maison. Mais voilà, on parle de montants très raisonnables pour avoir ce type de protection. Dernier petit mot en termes de protection contre d'éventuels créditeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a certains instruments financiers ou légaux qui bénéficient à plus ou moins de degrés de protection contre des créditeurs, soit de la part de l'État fédéral ou bien de la part de l'État dans lequel vous résidez. Quel type d'instruments? Ça serait par exemple les plans 401K ou plans de retraite en général, qui ont certains montants de protection. Que ce soit également ce qu'on appelle les life insurance aux États-Unis. Également, seraient protégés ou bénéficient de protection les trusts qu'on appelle irrévocables aux États-Unis. Et je pense qu'Hélène les mentionnera sans doute. Alors attention, également, comme vous l'avez sans doute appris aujourd'hui, l'existence de trusts peut être problématique dans le cadre d'un retour en France. Et puis voilà, si vous êtes résident en Floride, eh bien, vous avez cette règle qui sort de l'article 4 de la Constitution de la Floride qui fait qu'un bien immobilier ne peut être saisissable. Donc voilà pour résumer cet aspect. Alors je vais passer de suite à la couverture, au volet santé et à la couverture santé même. Et donc je vais passer la parole à Eric. Alors Eric, juste pour commencer cette conversation, voilà, quels sont les risques majeurs que tu vois aux États-Unis en termes de la couverture santé? Alors, si tu peux nous parler, par exemple, des montants de plafonnement ou bien également des conditions préexistantes. Oui, alors je vais l'aborder au cours de la présentation, mais pour aborder le sujet et répondre à ta question, Cédric, le sujet de la couverture santé est un poste important à considérer vu les coûts de la santé aux États-Unis. On est sur un marché où les coûts de santé peuvent représenter le deuxième ou voire même le premier budget avant même ou à égalité avec le budget logement. D'où l'importance de bien maîtriser la façon dont on est couvert parce que ça peut avoir des impacts considérables dans la gestion de son patrimoine, sans parler même des risques que l'on encourt si on n'est pas très bien couvert. C'est un peu le cas, puisqu'on Cédric, tu parlais d'assurance voiture, mais là on parle de sa propre personne. Sur la santé, il y aura deux cas de figure, soit puisque c'est la majorité des Américains et vous-même en tant que Français, si vous êtes salarié, vous aurez probablement une assurance par votre employeur. Donc soit vous allez avoir cette assurance employeur, donc vous aurez peut-être un peu moins de choix en tout cas dans la couverture, soit vous serez salarié mais d'une petite structure dans laquelle vous n'aurez pas d'assurance santé, donc ça sera à vous de la chercher, ou vous serez peut-être travailleur indépendant, artisan, commerçant, chef d'entreprise, et là, effectivement, vous allez devoir faire un peu plus de travail de recherche que si on vous donne l'assurance ou on vous l'offre par le biais de votre emploi. Donc point très important, c'est le coût de la santé. Comparé aux revenus, c'est pas tellement
plus cher qu'en France en termes de pourcentage qu'on pourrait concentrer de son revenu sur la santé. Mais je prends souvent le simple exemple d'une consultation médicale. En moyenne, ça dépend des États où vous êtes, mais vous allez être sur une visite de médecin qui peut coûter $200 versus 20 € en France. Donc, on est sur des rapports parfois de 7 à 10. En fait. Très bien. Et Eric, tu veux que je commence à… Il y a une slide en particulier que… On peut commencer sur celle-là, c'est très bien. Donc, je parlais tout à l'heure de l'assurance, enfin, la façon dont on peut avoir l'assurance. Donc, quand on est français, la réforme de la loi de santé Obamacare, qui a maintenant plus de 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, a changé pas mal de choses. Vous avez ce qu'on appelle 2 mandats, le mandat professionnel et le mandat individuel. Donc, tout ce qui est corporate mandate, c'est en fait l'obligation aux entreprises de fournir l'assurance santé à leurs employés si l'entreprise a plus de 50 employés. Donc, si vous êtes français et que vous travaillez pour une entreprise qui a plus de 50 employés, vous allez avoir systématiquement l'assurance proposée par votre employeur, ce qui ne veut pas dire qu'en fait, la prise en charge de votre assurance sera prise en charge à 100% par l'employeur, parce que son obligation, ça va être de participer au moins à 50% du coût de la santé. Donc, il y aura ce cas-là, et puis il y aura le cas, comme je disais tout à l'heure, où vous n'avez pas systématiquement d'assurance proposée par votre employeur, ou vous êtes indépendant, ou effectivement votre structure d'entreprise ne vous donne pas ces avantages. Pour revenir sur l'aspect qui concerne quand même la majorité des Français installés aux États-Unis, où vous avez déjà votre assurance, ça vous empêche pas de faire votre travail de recherche, puisqu'il va falloir, quand vous allez sélectionner parmi les plans qu'on vous propose, regarder quel type de plan correspond le mieux à votre situation. Et ensuite, vous pourrez de toute façon avoir un reste à charge pour vous, puisque, comme je disais, toutes les entreprises ne prennent pas en charge à 100% l'assurance de leurs employés, et encore moins si vous rajoutez des bénéficiaires, votre conjoint, votre conjointe, les enfants, etc. Dans ces catégories de contrats, il y a deux grands types de contrats. Il y a donc les contrats Obamacare, qu'on appelle en fait les contrats de l'Affordable Care Act, qui sont des contrats locaux américains. C'est ceux que vous allez avoir, notamment si votre entreprise vous propose l'assurance santé, sauf à avoir un contrat d'expat group, on y reviendra tout à l'heure. Et l'autre catégorie, là, qui concerne plus les individuels, ce sont vulgairement les contrats qu'on appelle d'expatriés, ou techniquement les International Private Medical Insurance. Donc là, on est sur de l'assurance individuelle. Et lorsque vous êtes français aux États-Unis et que vous n'avez pas l'assurance proposée par votre employeur, vous allez peut-être avoir le choix, en tout cas, entre ces 2 types de contrats qui présentent des différences, donc avantages et inconvénients pour chacun d'eux, et on va y venir tout à l'heure. Voilà pour ce slide, Cédric. Voilà, alors là, on va s'attarder un peu. Oui, vas-y. Non, vas-y, je voulais m'assurer que j'ai le bon slide. Ok, donc là, on va passer un petit peu plus de temps pour bien comprendre, parce que c'est souvent les questions qui peuvent survenir lorsqu'on s'interroge de savoir quelle est la couverture santé qui va correspondre le mieux à mes besoins, à la fois en termes de coûts, mais bien sûr de garantie. Sur la colonne de gauche du tableau, vous verrez les contrats Obamacare, sur celle de droite, les contrats d'expatriés. Principale différence, c'est que les contrats Obamacare, ils vont être calqués sur en fait des critères très anglo-saxons de couverture médicale, qui sont des critères qu'on va pas retrouver dans les contrats d'expat, qui quant à eux, vont être plus calqués un petit peu sur ce qui peut exister, par exemple, en France. Les Français qui arrivent de France, généralement, sont plus habitués à ce type de système parce que plus simple à comprendre. Il y a souvent moins de reste à charge à prendre en compte, alors que les contrats Obamacare, c'est du système où, si vous voulez, l'assureur va prendre en charge une partie des coûts, mais vous allez également participer aux dépenses médicales avec l'assureur. Dans les contrats Obamacare, vous allez retrouver, alors je vous donne les principaux
termes techniques qu'on peut retrouver dans les contrats. Vous allez retrouver les notions de déductible, co-payment, co-insurance. Donc, si ces termes ne sont pas encore familiers pour vous, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, ce sont des formes de franchise ou de reste à charge qui vont vous incomber dès lors que vous allez avoir une dépense médicale. Je prends un exemple, toujours celle de la visite médicale, qui est la plus simple à comprendre. Peut-être que dans votre contrat local Obamacare, vous allez avoir ce qu'on appelle un co-payment de $30, $40 à chaque fois que vous allez voir un médecin. C'est la partie que vous allez payer de votre poche avant même que l'assurance n'intervienne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le co-payment. Le déductible, c'est une sorte de franchise. Souvent, elle va intervenir notamment en cas d'hospitalisation. C'est un peu comme une franchise automobile quand vous avez une partie à charge. Vous êtes au tiers, ce qu'on appelle généralement en termes d'assurance. On peut dire, par exemple, dans votre contrat, vous allez pouvoir voir déductible $1 500, $2 000, 5 000 pour les moins généreux, 7 000. Enfin, les déductibles peuvent être plus ou moins importants. Et même chose, c'est la partie qui va vous incomber avant même que l'assureur n'intervienne dans le remboursement. Donc, ça peut s'appliquer, par exemple, pour une hospitalisation. Dans certains contrats, ça s'applique dès le premier dollar de dépenses médicales. Donc, c'est un critère important parce qu'il va rentrer en ligne de compte à la fois dans votre budget, mais bien entendu, dans ce que va au final votre assurance, puisque s'il y a un événement médical, il faudra rajouter ce montant de franchise à ce que vous payez déjà. Et la co-insurance, pour terminer sur les 3 critères les plus importants, la co-insurance, eh bien c'est la part, même chose qui vous incombe. Donc c'est souvent un pourcentage. Vous allez avoir des niveaux de plans que vous trouvez par exemple qui sont appelés. Alors en fait, on a choisi, le gouvernement américain a choisi de dénommer les plans avec des couleurs métalliques. Vous allez retrouver des plans bronze, des plans silver, des plans gold, platinum pour les plus généreux. Et certains d'entre eux peuvent déterminer des niveaux de co-insurance qui peuvent aller de 10, 20, 30, 40% pour les plans les moins généreux. Donc, ce qui fait que si, par exemple, vous avez une hospitalisation, imaginons que vous êtes sur un bronze plan avec 40% de co-insurance et un déductible de $5 000, vous allez avoir $5 000 qui s'appliquent à votre charge sur une facture de 10 000, admettons. Donc, il vous reste $5 000 sur lequel l'assureur va intervenir. Et si votre co-insurance est de 40%, eh bien, vous allez avoir encore pour responsabilité les 40% des 5 000. Donc, il faut faire attention à ces critères parce que la note peut vite monter. Tout ça, c'est plafonné par ce qu'on appelle un maximum out of pocket. Donc, maximum out of pocket, c'est worst case scénario, donc pire scénario, le montant maximum qui va vous incomber. Donc, c'est dans les conseils, ce qu'on peut vous conseiller de regarder en premier, c'est-à-dire au pire des cas, combien ça me coûte en plus de ma prime. Donc voilà un peu les critères qu'il faut regarder dans les contrats. L'avantage des contrats Obamacare, et je reviens à ta question de départ, Cédric, puisque nous, notre métier, c'est de vous accompagner, mais avant de vous accompagner, c'est d'estimer vos besoins, votre situation familiale, l'âge des assurés, votre budget santé que vous souhaitez consacrer, mais surtout votre situation de santé en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que vous-même ou les membres de votre famille avez des problématiques de santé existantes? Est-ce que vous avez des traitements en cours? Est-ce qu'il y a des événements médicaux dans votre vie qui font que vous avez besoin d'un suivi particulier? Est-ce qu'il y a des pathologies qu'on appelle préexistantes? Et là, l'avantage, c'est que depuis la réforme de santé, il n'y a pas de sélection médicale. Donc, même si vous avez des pathologies importantes, ça va peut-être limiter votre choix par rapport au contrat justement d'expatrié, où là, il y a une sélection médicale, mais avoir la possibilité de vous couvrir, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque les compagnies d'assurance pouvaient exclure la couverture de certains risques, notamment. Et c'était le cas, par exemple, de la maternité. C'est un sujet important, puisque quand on veut couvrir la maternité, probablement qu'un contrat Obamacare sera peut-être plus adapté, justement, qu'un contrat d'expatrié. Voilà sur la partie des contrats Obamacare. À l'inverse, sur les contrats
d'expatriés. Alors là, on est plus sur de la prise en charge à 100%, qui peut paraître plus généreuse effectivement qu'un contrat Obamacare, parce qu'on n'a pas cette histoire de déductible, de co-payment ou autre. Mais par contre, il y aura des formalités médicales au départ. Donc, ça peut très bien convenir à des personnes qui n'ont pas de problème de santé particulier, parce que bien souvent, ces contrats vont être moins chers. Mais par contre, effectivement, dès qu'il y a un peu de médical, on peut avoir des clauses d'acceptation spécifiques. Donc, c'est vraiment ces deux aspects qu'il va falloir regarder. Le coût, c'est une chose, mais la garantie, c'en est une autre. Il faut faire un package un petit peu des deux pour savoir ce qui peut être le plus adapté, en sachant qu'on peut aller d'une solution à une autre si besoin. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette partie, Cédric. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant, donc on peut avancer, je pense. On peut passer peut-être sur justement les particularités de certains États. Alors là, en fait, c'est un autre critère en plus des garanties qu'il faut regarder. Selon où vous vous situez aux États-Unis, je parlais rapidement de la réforme Obamacare qui a été mise en place en 2010. Sous l'administration Trump, le mandat dont je parlais au départ, qu'on appelle le individual mandate, qui est donc le mandat qui consiste en fait à imposer, puisque c'était la partie qu'avait mise en place Obamacare pour inciter les Américains qui n'avaient pas d'assurance santé à se couvrir. En fait, en contrepartie, il y avait une obligation d'avoir une assurance santé. Et sans avoir cette assurance santé, ça pouvait déclencher une pénalité fiscale. Ça s'appliquait à tous les États jusqu'à ce que le mandat individuel soit réformé ou supprimé par l'administration Trump, à l'exception de certains États, en l'occurrence démocrates notamment, qui ont remis en place le individual mandate avec l'impact que ça a sur la pénalité. Et ces 6 États, c'est la Californie, le New Jersey, le Vermont, le Massachusetts, DC et Rhode Island. Si vous êtes dans ces États, effectivement, ça peut limiter votre choix d'assurance puisque le contrat d'expat, qui lui ne sera pas forcément un contrat Obamacare, peut effectivement, c'est des critères qu'on regarde, hein, mais peut effectivement déclencher le paiement d'une pénalité. Donc, c'est aussi quelque chose à intégrer si vous allez sur ce type de solution. Voilà, donc particularité de ces États depuis janvier 2020 qui ont remis en place l'obligation d'avoir une assurance santé qu'on appelle compliance, donc Obamacare compliance. Voilà pour cette particularité. Très bien. Là, je passe rapidement sur ce slide. En fait, certains d'entre vous dans l'audience ont peut-être entendu parler de ce qu'on appelle Cobra. En fait, Cobra, c'est un système d'assurance santé, on va dire transitoire, qui permet, par exemple, si vous aviez l'assurance de votre proposée par votre employeur et pour X ou Y raison, vous ne faites plus partie de l'entreprise, vous avez décidé à la fois de la quitter ou vous-même, vous avez été licencié par exemple, ce qui a pu être le cas avec le contexte spécifique Covid, vous avez la possibilité de garder le plan groupe d'entreprise, c'est-à-dire vous êtes sous la même structure de garantie que celle que vous aviez en tant qu'employé de votre ancien employeur. Par contre, la charge de la prime va vous incomber. Donc, c'est un système qui permet de garder son assurance pendant 18 mois, mais même chose, il y a un changement de situation. Donc, nous, on invite toujours nos clients de regarder qu'est-ce qui est plus intéressant de faire, garder le système Cobra proposé par l'ancien employeur, changer d'assurance, aller sur une assurance individuelle. Voilà, donc c'est un moment dans votre vie qu'il faut regarder si jamais vous aviez une assurance employeur et que vous changez de système. Slide suivant. Voilà, donc là, je résume un peu les solutions dont on parlait tout à l'heure, puisque bon, je passe rapidement sur cette solution, mais sachez que vous allez avoir, par exemple, des problématiques différentes si vous avez besoin de vous couvrir de façon court terme ou long terme. Alors, court terme, c'est par exemple, vous êtes justement entre deux situations, deux jobs. Vous aviez votre assurance proposée par l'ancien employeur, mais votre nouvel employeur ne la propose pas forcément, donc vous allez peut-être avoir besoin de vous couvrir, mais temporairement. Là, on va être sur des solutions d'assurance court terme, ce qui existe, versus les assurances long terme,
où vous allez avoir, pour revenir sur la partie des assurances expatriées, la possibilité de vous couvrir, si vous êtes français, soit en complément de la Caisse des Français de l'étranger ou sur de la formule qu'on appelle au premier dollar sans que la Caisse des Français de l'étranger intervienne. Je m'attarde pas trop sur la CFE. Si vous avez des questions spécifiques sur la CFE, vous êtes peut-être déjà assuré à la CFE, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra voir les deux aspects. Mais c'est un aspect de la santé qui nécessite un développement qui serait un peu plus long que le temps qui nous est imparti. Donc, je passe là-dessus rapidement. On va peut-être passer sur les coûts simplement. Voilà. En termes de budget, et après je laisserai la parole à Hélène parce qu'il est déjà 16h30 quasiment. Ce qu'il faut compter en termes de budget, donc selon les plans Affordable Care Act, donc ACA-Plan ou les plans d'expatriés, j'ai pris deux exemples, celui d'un célibataire et celui d'une famille 45 ans avec 2 enfants, pour vous aider à bien budgéter un petit peu le coût de votre assurance. Comptez aux alentours de 5 à 600 $ par mois pour un célibataire. Et puis, si vous êtes sur un contrat d'expatrié, ça sera sans doute un peu moins cher, comme on disait tout à l'heure, 20-30%. Donc, ça peut être intéressant de considérer cette solution. Encore une fois, rappelez-vous une chose, un contrat Affordable Care Act, pas de formalité médicale, on couvre la maternité. Sur un contrat d'expat, il y a une formalité médicale et pour la maternité, c'est une option. Donc, selon votre situation, l'un ou l'autre des cas peut être plus intéressant. Et pour une famille, il faut compter en moyenne sur un plan Affordable Care Act entre 2000 et 2500 $ pour une famille de 4. Sur un contrat d'expatrié, on sera un petit peu moins cher. Encore une fois, ce sont des moyennes. Selon l'État où vous résidez, c'est pas toujours les mêmes coûts. Les États souvent les plus chers, ça va être Californie, New York, Floride. Ça sera sans doute moins cher si vous êtes en Arizona, dans le Nevada, en Illinois ou dans des États du Midwest. Voilà pour les coûts. Et sur le slide suivant, vous allez voir un petit peu, parce que c'est vraiment, pour revenir à la remarque du départ, c'est vraiment un budget important, la santé, puisque vous voyez que au cours des 20 dernières années, on est passé d'un budget d'assurance qui a quasiment quadruplé, puisqu'on était pour un célibataire autour de 2000 $ par an. Aujourd'hui, on est plutôt à 6 ou 7000, comme vous le voyez. Et pour une famille, on était à 5000 $ il y a 20 ans, et aujourd'hui, il faut compter quasiment 20 000 $. Donc, c'est une part importante à considérer, qui n'est pas négligeable. Comme je disais au départ, pour certains, ce qu'on paye pour la que ce qu'on peut payer pour son loyer. Slide suivant, et puis je terminerai sur ça en fait. On parlait des différents types de plans qui étaient. Ça va des plans catastrophes, comme son nom l'indique, catastrophique, c'est vraiment à destination d'une couverture qui va vous couvrir uniquement en cas de gros pépins, principalement l'hospitalisation, comptez en moyenne 300 $. Et dès que vous allez sur des plans plus généreux, donc Platinum par exemple, vous allez être plutôt, encore une fois, ce sont des exemples pour un célibataire, on est plutôt vers 700 $ par mois. Donc des grosses disparités de primes selon le type de contrat que l'on a. Donc si vous avez peu de besoins, très bien, les contrats bronze ou silver peuvent être adaptés. Si vous avez une famille, des jeunes enfants, une maternité ou autre, peut-être que le plan Platinum sera plus adapté. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur l'assurance santé. Il y a souvent beaucoup de questions et elles sont toutes plus ou moins personnelles à chaque fois. Donc, ce qu'il est important, c'est de, comme je disais, de bien savoir quels sont vos besoins, quelle est votre situation. Si vous n'êtes pas familier au système de santé, nous, on est là pour vous expliquer dans le détail les avantages et les inconvénients de chaque système. On peut vous faire des devis, des propositions, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous solliciter. Le plus simple, c'est par email, c'est contact@agoraexpat.com. contact@agoraexpat.com. Voilà, Cédric, je sais pas si j'ai oublié des informations ou si ça. Non, très bien, merci Eric. Et je crois qu'il y a des questions que
que l'on dressera à la fin de cette session. Alors, juste pour clore le volet santé, deux autres aspects très importants avant de passer la main à Hélène, c'est la prévoyance invalidité. Alors, si vous avez une couverture salariale, il y a une chance que vous ayez ce qu'on appelle disability, soit short-term disability, long-term disability, ou bien les deux. Alors, quelque chose de très important, alors la plupart des gens que l'on rencontre savent qu'ils ont quelque chose, mais en revanche, malheureusement, ils ne connaissent jamais les détails. Et comme on dit en anglais, the devil is in the details, il faut absolument en connaître tous les détails, voir, comprendre, est-ce que c'est imposable, est-ce que ça comprend les bonus, est-ce que c'est plafonné. Alors bien sûr, voilà, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une couverture à court terme, mais c'est vrai que pour notre clientèle qui a en général assez d'épargne dans leur compte bancaire, bon, c'est pas tellement important. Pour nous, ce qui nous importe beaucoup plus, c'est quel serait l'impact d'une perspective financière, d'être en invalidité, en incapacité pendant des années ou de manière indéterminée, soit à cause d'un accident, mais surtout et bien plus souvent à cause d'une maladie. Donc, est-ce que à ce moment-là, vous seriez obligé de dilapider les comptes d'épargne? Donc, vraiment, pour nous, le but par rapport à cela, lorsqu'on fait une analyse, c'est de vérifier que vous puissiez, d'une part, maintenir votre style de vie, et puis encore continuer de bâtir votre patrimoine, et puis planifier pour la retraite. Alors, je vous ai montré un petit exemple devant vous d'une personne, un exemple standard, qui gagnait 150 000 $ avec 50 000 $ de bonus, qui pensait avoir 60% de son salaire de couvert, qui finalement part en invalidité. Malheureusement, sa couverture ne comprenait pas les bonus et cette personne se retrouve avec 60 000 $ par an imposables. Donc, il reste plus grand-chose alors qu'il y aurait eu des moyens de supplémenter cela de manière privée. Donc, faire très attention, comme j'ai dit, à votre couverture invalidité à long terme. N'hésitez pas à faire appel à nos services, revoir ce que vous avez et vérifier qu'en cas de pépin, vous puissiez maintenir votre style de vie. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on peut vous aider à regarder des solutions alternatives. Pour clore cette session maladie, dernier petit point, très critique aux États-Unis, tout ce qui a trait à la dépendance vieillesse. Alors, vieillir aux États-Unis, si malheureusement vous n'êtes pas en très bonne santé, n'est peut-être pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que actuellement, aller dans une maison de retraite vous coûtera annuellement 86 000 $ par an. Et on sait qu'un séjour moyen, c'est 2 ans et demi, 3 ans. C'est énormément de capital à prévoir. Imaginez-vous si les deux époux doivent partir dans une maison de retraite. Juste pour vous donner un exemple d'un État qui gagne le pompon, c'est le Connecticut, on va dire, où une maison de retraite vous coûterait à l'heure actuelle quand même 152 000 € par an. Donc voilà, cadre très défavorable. Simplement pour vous donner un petit comparatif en France, en France, les coûts des EHPAD sont entre 2 300 € et 3 000 € par mois, donc nettement plus abordable que ça n'est aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de planification nécessaire, mais c'est quand même nettement moins critique. Et puis en plus, bon, il y a beaucoup d'aides personnalisées à domicile, les ADMR, et puis finalement les frais médicaux liés à la dépendance sont pris en charge par la couverture universelle. Donc contexte beaucoup plus favorable. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter si c'est d'intérêt pour vous. Alors je vais passer la parole à Hélène, je vais te donner la main pour ta présentation. On va passer aux problématiques successorales et juridiques. Alors, je share mon screen. Est-ce que je l'ai fait là? Autoriser. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Super. Parfait. Alors bonjour, oui, quand on dit planification successorale, la première chose, c'est un peu comme pour la santé, ce que tu disais tout à l'heure Eric, il faut que vous sachiez ce que vous attendez. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y a des gens qui ont des objectifs purement financiers, il y a des gens qui ont des objectifs qui est de contrôler exactement où leur patrimoine sera transmis, de quelle manière et avec quel schedule. Et puis, il y a des gens qui cherchent plus à éviter le probate, qui est le mécanisme de gestion de la succession. Quand il y a un décès, tout le patrimoine tombe dans la succession et est géré par un exécuteur testamentaire et par un tribunal. Et il y a des moyens d'éviter ce processus qui est assez lourd et qui dure en moyenne 1 an. Donc, selon les objectifs des uns et des autres, il y a des possibilités différentes. Alors,
voilà. Sur l'objectif financier et fiscal, donc, pour vous expliquer un petit peu, ça a été abordé ce matin aussi dans la conférence de mes confrères à midi. Ce sont deux systèmes complètement différents en France et aux États-Unis. En France, quand vous décédez, les héritiers, qu'ils soient désignés par la loi, par la dévolution légale ou qu'ils soient désignés par un testament, les héritiers deviennent propriétaires des biens qui leur sont transférés au jour du décès. Le notaire a un rôle pratique de transfert des biens et d'alléguer à chacun la part qui lui revient. Mais de fait, le bénéficiaire récupère le bien à son décès, au décès, et c'est le bénéficiaire qui est responsable des impôts sur les successions. Aux États-Unis, complètement différent, les bénéficiaires ont un rôle extrêmement marginal à jouer dans la succession, puisque au moment du décès, il y a une entité légale qui est créée, qui s'appelle estate, la succession, et qui sera gérée par un exécuteur désigné par le défunt ou par le tribunal à défaut. Et donc c'est cette estate qui va, régler l'intégralité des frais associés à cette succession, que ce soit les frais de filing des tax returns, que ce soit les impôts sur les successions, etc. Et ensuite, au terme de ce processus, va transférer le patrimoine. Donc, en France, comme ce sont les bénéficiaires qui règlent les droits de succession, les impôts dépendent du lien, de la relation entre le bénéficiaire et le défunt. Si vous êtes un enfant, par exemple, en ligne directe, vous bénéficiez d'un abattement de 100 000 € et puis vous êtes imposé au-delà. Si vous êtes un tiers, vous n'avez aucun abattement et vous êtes imposé directement sur le premier euro que vous recevez et vous êtes imposé à 60%. Voilà, là, vous avez un tableau qui récapitule un petit peu les différents pourcentages et la façon dont on est imposé en France. Aux États-Unis, complètement différent, c'est donc la valeur de l'estate qui compte. Si vous êtes un citoyen américain ou ce qu'on appelle un US Permanent Resident, c'est-à-dire que vous avez pu établir une domiciliation aux États-Unis permanente avec une intention de résider aux États-Unis, dans ces cas-là, vous bénéficiez de plafonds extrêmement généreux. Actuellement, il n'y a pas d'impôt sur les successions qui sont réglés en dessous de 11,7 millions par personne, sachant que si on est un couple, on double. Donc ça, c'est extrêmement généreux, c'est au niveau mondial. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec les plafonds français. Et ensuite, que vous transfériez votre patrimoine à votre sœur, votre enfant ou un ami, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est l'estate. Quelle est la valeur de l'estate, okay? La seule chose où la nature, la qualité du bénéficiaire peut éventuellement rentrer en ligne de compte, c'est si c'est l'époux. Parce que si l'époux est américain, dans ces cas-là, vous n'avez aucun plafond. C'est Unlimited Spousal Marital Deduction. Alors que si l'époux survivant n'est pas de nationalité américaine, dans ces cas-là, vous êtes soumis au plafond des 11,7 millions et vous pouvez simplement en plus lui transmettre 159 000 $ par an, sans taxation. Donc, c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas la nationalité américaine ou si vous n'êtes pas là de façon permanente, par exemple, vous avez un visa et de façon très claire, vous n'allez pas rester aux États-Unis plus que 2 ans, par exemple, dans ces cas-là, l'imposition n'est pas du tout avantageuse puisque vous êtes imposé au-delà de 60 000 $ sur les biens que vous avez aux États-Unis et vous êtes imposé à 40%, pardon. Donc, c'est extrêmement lourd pour le coup comme imposition. Oui. Elle a une petite question technique par rapport à cela. Imaginons quelqu'un qui, voilà, on sait qu'une fois qu'on est carte verte, boum, on est considéré domicilié, donc on a ces exemptions très larges. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui est en processus de carte verte serait ou pourrait potentiellement satisfaire les tests de domiciliation ou bien elle serait toujours considérée comme alors, non en domiciliée fait, la carte verte, c'est pas et boum, en fait. Parce que la carte verte, c'est un indice. Tout ça, il faut bien comprendre que l'IRS, quand il évalue la situation, il va vraiment, donc, voir si vous avez bien votre résidence aux États-Unis, dans quelque état que ce soit, depuis combien de temps. Mais 2, il va déterminer l'intention de résidence. Alors, avoir sa carte verte ou être dans le processus de demander la carte verte, c'est un indice sur cette intention.
mais ce n'est pas en soi suffisant. Parce que vous pouvez avoir de façon très claire, enfin je ne sais pas, en général la carte verte c'est vrai que ça entraîne le plafond des 11,7 millions, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de règle absolue, c'est vraiment un faisceau d'indices sur cette intention. Il y a des gens qui ont résidé 30 ans aux États-Unis et qui n'ont jamais demandé la carte verte, mais qui pour autant ont vraiment tout leur patrimoine et leur vie aux États-Unis. On va considérer qu'il y a une domiciliation aux États-Unis. La notion de domicile pour les impôts sur les successions est une notion différente de la notion d'immigration et est une notion différente de la notion de domicile pour les impôts sur le revenu. Il y a vraiment cette idée de résidence et d'intention de rester de façon permanente. Alors, cette intention, elle peut changer dans le temps, mais il faut qu'au moment du décès, vous ayez eu cette intention de résider de façon permanente aux États-Unis. Et je n'ai pas indiqué, mais je vais le préciser maintenant, n'oubliez pas qu'il y a également une taxation étatique dans 22 États aux États-Unis. Donc, c'est éventuellement quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais qui est, voilà. À New York, par exemple, le plafond, il est à 5,9 millions. Donc, on reste aussi dans des plafonds assez importants. Donc, l'autre objectif que vous pouvez avoir, c'est un objectif de contrôle. Vous décédez, quand on décède, en principe, si vous n'avez pas fait de testament, qui hérite? En France comme aux États-Unis, qui hérite, c'est l'époux survivant et les enfants. Avec une petite différence, c'est qu'en France, on peut absolument pas déshériter ses enfants, et aux États-Unis, dans la plupart des États, on peut absolument pas déshériter l'époux survivant. Donc, on n'a pas la même réserve héréditaire, entre guillemets. On n'a pas la même réserve. Mais vous pouvez, par un testament, intervenir et modifier soit les parts que chacun reçoit, soit intégrer des tiers, enfin d'autres personnes, et par exemple décider de transférer une part de votre patrimoine à vos frères et sœurs, etc. Donc, un des objectifs, c'est donc de contrôler. Je veux que tel bien immobilier aille à telle personne, tel autre bien à telle autre personne, sous réserve que vous respectez l'ordre public de la réserve héréditaire en France et de l'électif share aux États-Unis. Il n'y aura pas de difficulté. L'autre façon de contrôler, c'est de dire, voilà, je veux que mes enfants récupèrent mon patrimoine, pas de problème, mais je ne veux pas qu'ils le récupèrent à 18 ans. Donc, dans ces cas-là, vous avez des moyens d'intervenir qui sont notamment le trust, très classique, où vous allez dire, je transmets le revenu que j'ai le revenu de mon trust à mes héritiers, à mes bénéficiaires jusqu'à, disons, 35 ans. Et puis à 35 ans, ils auront accès au patrimoine et à la propriété des biens en elle-même. Donc le trust est un outil extrêmement important aux États-Unis. Attention, c'est un outil à prendre quand on a des liens avec la France avec précaution. Parce qu'en France, il n'existe pas le trust. D'un point de vue civil, il n'existe pas, même si on le reconnaît. On reconnaît un trust étranger. Et d'un point de vue fiscal, le fisc français a tendance à interpréter le trust de façon transparente. Et donc, il y a des situations où, malgré le trust, vous vous retrouvez avec une imposition extrêmement lourde en France. Donc, il faut faire extrêmement attention avant de mettre en place un trust. Donc, voilà. Je continue. L'autre point extrêmement important et sur lequel on m'interroge souvent, c'est la protection des mineurs. Par un testament, vous pouvez désigner des tuteurs, qu'on appelle aux États-Unis des guardians. Si vous ne les désignez pas dans un testament, vous courez le risque que le tribunal décide où seront placés vos enfants, éventuellement en foster care, ou auprès de familles avec lesquelles vous pensez que vos enfants, ce n'est pas leur intérêt d'être passés auprès de ces familles. Donc, c'est extrêmement important dans le testament, et ça se fait essentiellement dans un testament, de désigner les guardians. Il y a deux types de guardians. Il y a le guardian to the property et le guardian to the person. C'est la même chose en droit français, le tuteur au bien et le tuteur à la personne. Donc, ça peut être la même personne, vous pouvez avoir les deux casquettes, ou ça peut être deux personnes différentes. Et donc, vous avez une personne qui va s'occuper d'élever votre enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Si cette personne à qui vous voulez confier l'éducation de votre enfant est en France, notamment, il est encore plus important de le dire dans un testament, en expliquant pourquoi vous faites un choix d'expatriation, en fait, de relocation de votre enfant,
Et vous pouvez même ajouter à votre testament un petit document, une petite lettre qui est non-binding, mais qui va expliquer au juge vos motivations. Et c'est important que le juge comprenne pourquoi vous voulez envoyer votre enfant là, parce que quand votre enfant il est né aux États-Unis, qu'il a passé toute sa vie aux États-Unis, il faut bien comprendre que le juge, il n'est pas enclin a priori à envoyer votre enfant dans un pays qu'il ne connaît pas, avec qui il ne sait pas si l'enfant a une affinité particulière. Donc il faut lui expliquer tout ça. Et puis le fait de désigner aussi le futur tuteur dans le testament, ça lui permet aussi d'obtenir les visas qui lui permettront de rentrer sur le territoire et de se présenter devant le juge. Donc c'est extrêmement important. Sur le patrimoine du mineur, un mineur ne peut pas gérer son patrimoine, évidemment, avant 18 ans. Il y a, selon les États, il peut avoir un peu de patrimoine. À New York, c'est $5 000, mais dans l'ensemble, il peut pas récupérer du patrimoine. Donc, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un le gère pour lui. Donc, ce sera soit un guardian, le tuteur au bien, ce qui n'est pas toujours recommandé parce que c'est un processus assez lourd. Le guardian, il doit, être désigné par un juge et 2, rendre des comptes au tribunal de façon annuelle. Mais vous avez d'autres modalités. Il y a le custodianship, qui est une personne que vous allez désigner et qui gérera le patrimoine sans avoir de compte à rendre auprès du tribunal. Et puis, vous avez encore une fois le trust. Et quant aux enfants mineurs, l'autre point sur lequel vous êtes peut-être préoccupé, c'est l'incapacité de votre enfant. Il y a des gens parmi vous, j'en suis certain, qui ont des enfants qui ont des incapacités et qui s'inquiètent sur la façon dont ils vont pouvoir protéger leurs enfants, une fois qu'ils seront décédés. Donc là, il y a des systèmes qui existent. Le plus connu, c'est le Special Needs Trust. C'est un trust qui est mis en place et qui va permettre à votre enfant d'avoir accès à tous les fonds dont il a besoin et qui permettra, en outre, que votre enfant puisse continuer à bénéficier des avantages fédéraux qui lui sont offerts pour l'aider dans son incapacité. Je pense aux Social Security Benefits ou à Medicare. Donc, parce que si votre enfant a trop de patrimoine, il ne pourra pas bénéficier de ces aides-là. Donc, grâce au Special Needs Trust, d'une part, il bénéficie de ces aides et d'autre part, il a accès à votre patrimoine. Et en général, le Special Needs Trust est financé par un Life Insurance Trust pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque, que l'État considère que votre enfant a trop de patrimoine et ne peut pas bénéficier des Medicare et autres avantages. Voilà, ça c'était les enfants. Je pense que je vais passer, il est quelle heure, rapidement sur cette slide. J'en ai déjà parlé avant. Le troisième objectif que j'ai évoqué, c'est éviter le probate. Donc là, il y a plusieurs moyens. J'ai indiqué les principaux sur le slide. Il y a plusieurs moyens d'éviter le probate. Donc cette procédure très lourde, c'est soit d'avoir un small estate. Si vous avez un estate qui est inférieur à New York, c'est $50 000. Dans ces cas-là, ça ne passe pas par le probate. Soit, surtout, tout ce qui est Pay on Death Designations, Life Insurance, Retirement Account. Grâce à ce type de compte, vous pouvez désigner un bénéficiaire et le patrimoine qui est sur ce compte, il sera d'un point de vue fiscal, il sera quand même comptabilisé dans les 11,7 millions que j'ai évoqués avant. Mais en revanche, d'un point de vue civil, d'un point de vue de transfert du patrimoine, il sera transféré directement au bénéficiaire sans passer par le probate. Donc, c'est extrêmement rapide. En quelques semaines ou mois, ça peut être fait. L'autre point important, c'est les modalités de propriété des biens. Dans la plupart des États américains, vous pouvez détenir un bien de façon conjointe avec une autre personne et avec un right of survivorship. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au moment du décès d'un des deux indivisaires, l'autre époux, l'autre indivisaire, qui est en général l'époux, récupère l'intégralité du bien sans que ça tombe dans la succession, dans le estate. Donc, c'est aussi une modalité de transfert du patrimoine très simple. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'il faut de toute manière penser quand on est français, c'est les donations qu'on peut faire de son vivant. Pensez bien que les plafonds fiscaux que j'ai évoqués précédemment, les 11,7 millions, vous les perdez le jour, enfin, sauf si vous êtes de nationalité américaine, mais bon, enfin, disons que le jour où vous rentrez en France, vous êtes soumis aux plafonds fiscaux français, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez
éviter que vous avez un objectif de retour en France, il y a énormément de choses que vous pouvez faire de votre vivant. Et il y a des donations que vous pouvez faire de votre vivant. Vous pouvez, donner 15 000 $ à autant de bénéficiaires que vous le souhaitez par an, sans que ce soit même comptabilisé dans les 11,7 millions. Et puis ensuite, il y a pas mal de donations que vous pouvez faire sous le plafond des 11,7 millions qui vous garantiront que ce patrimoine sera transmis sans frais aux bénéficiaires que vous souhaitez. Et au moment de votre retour en France, vous aurez déjà réussi à transférer ce patrimoine sans aucune imposition. Enfin, je veux juste rappeler au public qu'il y a toute la planification extra-patrimoniale à prendre en compte, que ce soit ce que vous voulez faire de votre corps au moment de votre décès, est-ce que vous souhaitez des funérailles, est-ce que vous souhaitez une crémation, est-ce que vous souhaitez faire des donations d'organes. Tout ça, ça s'organise dans des actes particuliers. On conseille de ne pas trop l'indiquer dans le testament parce que le testament, comme il est le temps que l'exécuteur puisse l'appliquer, ce sera déjà trop tard. Et puis, il y a tous les actes que vous pouvez mettre en place en cas d'incapacité de vous êtes incapable. C'est le Power of Attorney qui vous permet de désigner un agent qui pourra prendre des décisions financières pour vous en cas d'incapacité. Et puis, le Healthcare Proxy, le Living Will et le Do Not Resuscitate sont des mesures médicales qui vous permettent, d'indiquer vos souhaits. Le Living Will et le Do Not Resuscitate vous permettent d'indiquer à vos médecins quels sont vos souhaits en cas d'incapacité et en cas notamment de fin de vie. Et le Healthcare Proxy, ça vous permet de désigner un agent qui pourra prendre ces décisions pour vous au cas où vous êtes incapable. C'est très important, on a tous à l'esprit, enfin tous, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai souvent à l'esprit l'histoire de Vincent Lambert en France qui a duré des années, où il y avait des disputes entre l'épouse et les parents de Vincent Lambert pour savoir si on devait ou pas si on devait le ressuscitate ou non. Ça a été énormément de débats et de procédures judiciaires. Pour éviter ça, vous pouvez le prévoir d'ores et déjà dans ce type d'acte. Et puis le stand-by guardian, c'est si vous avez une incapacité et qui est éventuellement une incapacité même momentanée, vous pouvez désigner quelqu'un qui s'occupera de vos enfants pendant cette incapacité sans que vous soyez pour le coup décédé, parce que le guardian que vous désignez dans votre testament, c'est en cas de décès. Donc le stand-by guardian, ça permet en cas d'incapacité. Voilà, je vous remercie et puis je te rends la parole, Cédric. Et juste avant que tu avances, petite question, tu parlais de donation d'organes. Quel est l'intérêt de lister ceci dans les documents testamentaires plutôt que d'avoir ça sur, par exemple, ton permis de conduire, comme c'est une possibilité dans beaucoup d'États? On peut l'avoir sur son permis de conduire. De toute façon, si vous avez un document qu'on retrouve sur vous, il sera pris en compte, qui indique votre intention. Mais l'avantage de l'avoir dans des documents, pas dans le testament encore une fois, mais dans des documents à part, c'est que vous pouvez le communiquer et notamment le communiquer à vos médecins. Et ça peut être pas mal que vos médecins, les personnes qui s'occupent de vous, sachent en amont quels sont vos souhaits. Et est-ce que ça donne plus de possibilités en termes de contrôle également par rapport à la disposition des organes ou donc par rapport à quelque chose qui serait dans le permis de conduire? Disons, de toute façon, on va chercher vos souhaits. Donc, si ce que vous avez dans votre permis dans votre portefeuille, c'est très clair sur vos intentions, très bien. Mais en général, il y a un problème de qui va retrouver ça. Est-ce que la personne qui va le retrouver risque de déchirer le papier et de pas le remettre aux personnes qui doivent prendre les décisions? On conseille toujours quand même de faire des actes qui sont remis à des personnes de confiance et qui sont remis aux médecins ou les donations d'organes, par exemple. Vous pouvez d'ores et déjà contacter des écoles, par exemple. Il y a aussi des gens qui veulent donner tout leur corps à la science. Vous pouvez contacter des écoles et leur dire d'ores et déjà, est-ce que vous accepteriez mon corps en cas de… Donc, vous pouvez organiser les choses en amont. Il faut que vous ayez un document, il faut que ce document, vous soyez sûr qu'on le retrouve. C'est la même chose avec un testament. Si vous voulez le testament, vous le faites par devant témoin, mais si personne ne retrouve le testament, vous avez un problème. Donc, il faut quand même que vous ayez un testament ou des actes accessoires, mais que vous soyez sûr que les personnes vont le retrouver, que les personnes de confiance vont le retrouver et le présenter au surrogate court ou au médecin. Voilà. Très bien. Hélène, si ça ne dérange pas, je vais reprendre la main.
C'est bon? Oui. Je pense que ça va être bon. Voilà. Alors, pour le dernier point, est-ce que vous voyez la présentation? Voilà, dernier point a trait à la prévoyance d'essai. Et c'est vrai que lorsqu'on aborde cette question avec notre clientèle, il y a une partie quantitative, c'est-à-dire quel est le montant nécessaire pour la famille pour maintenir son style de vie en cas de perte. Alors, voilà, c'est vrai que vous avez peut-être un montant standard à travers votre entreprise, mais c'est vrai que normalement, voilà les montants que l'on regarde. Bon, bien sûr, ce n'est pas une science, c'est relativement subjectif. Donc voilà, si vous avez entre 20 et 30 ans, il faudra avoir 30 fois son revenu. À 40 ans, il faudra avoir à peu près 20 fois. 50 ans, 15 fois. 60 ans, 10 fois ses revenus. Et puis finalement, plus de 60 ans, plus de 65, pardon, une fois son revenu ou une fois sa valeur patrimoniale. Alors, donc comme je l'ai dit, il y a la partie quantitative. Donc déjà, premièrement, maintenir son style de vie pour la famille en cas de pépin, mais également potentiellement anticiper des droits d'héritage ou droits successoraux. Et puis finalement, il y a la partie qualitative de la prévoyance d'essai, c'est-à-dire qu'est-ce que cet instrument fait vraiment pour vous, quelle est sa valeur dans votre vie, est-ce qu'on peut compter dessus. Alors, aux États-Unis, il y a deux instruments qui existent, qui sont très différents l'un de l'autre. Premièrement, il y a les couvertures d'essai qui sont temporaires. Comme je l'ai dit, en général, les gens qui ont une couverture salariale ont un montant standard, peut-être 2 fois, 3 fois leur salaire, peut-être plus. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette couverture d'essai temporaire, c'est que c'est un instrument qui est amené à expirer dans plus de 95% des cas avant le décès de l'assuré. Si vous l'avez à travers votre travail, il expirera quand vous partirez à la retraite. Si vous quittez votre emploi, certaines personnes ont le même instrument au niveau personnel sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. En général, il faut penser, il faut penser que c'est juste là pendant un certain temps, pendant que les enfants soient à la maison, pendant qu'il y a un emprunt immobilier, pendant que vous travaillez, mais malheureusement, on ne peut compter dessus, comme je l'ai dit. Le deuxième instrument qui existe aux États-Unis est l'équivalent américain de l'assurance vie, mais une assurance vie qui diffère de manière notoire de sa contrepartie française. Et d'ailleurs, c'est ce qui la rend portable, c'est-à-dire que l'assurance vie américaine marchera que vous restiez aux États-Unis, que vous rentriez en France, peu importe où vous soyez dans le monde, ce qui n'est pas le cas par rapport à l'assurance vie française. Alors, comment marche cette assurance vie à l'américaine? C'est un instrument qui a deux paramètres principaux. Premièrement, un capital vie, donc de l'argent que vous pourriez mettre de côté qui va grandir de manière sécurisée, défiscalisée après taxe. Vous avez accès à ce capital, vous pouvez en faire exactement ce que vous souhaitez. Par exemple, supplémenter votre retraite. Certaines personnes peuvent utiliser ça pour financer l'éducation de leurs enfants et le faire de manière portable, ce qui est important parce que les plans 529, eux, en revanche, doivent être absolument dépensés dans des institutions accréditées par le département de l'éducation américaine pour conserver leur niche fiscale, ce qui n'est pas le cas par rapport à l'argent dans ce qu'on appelle les life insurance. Et puis également, le capital vie peut être utilisé dans une stratégie dynamique d'investissement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas corrélé au marché boursier, c'est sécurisé, c'est défiscalisé. Donc, ça en fait une source très intéressante dans laquelle puiser pour investir à bas prix sur les marchés immobiliers ou boursiers. Alors, l'autre partie de cet instrument qui est très important de comprendre, c'est qu'il est doté, ce que n'a pas l'assurance vie française, il est doté au premier jour d'un effet de levier, d'un capital d'essai, donc une couverture d'essai, comme vous l'avez peut-être à travers votre emploi au niveau personnel, mais qui, elle, n'est pas temporaire, mais permanente. Et ça, c'est très important parce que ça permet de changer la donne à plusieurs niveaux, en termes notamment de transmission de patrimoine international, mais également de planification de retraite. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que life insurance est reconnu partout dans le monde, partout ça bénéficie d'un traitement fiscal extrêmement favorable, et en plus, ça passe sous la forme de cash ou de liquidité, peu importe quel est votre statut, votre résidence, votre citoyenneté, celle des bénéficiaires et même peu importe où se trouvent vos actifs dans le monde. Alors, si vous avez compris les différences majeures entre, par exemple, le cadre français et le cadre américain en termes successoral, eh bien, l'application, par exemple, pour quelqu'un avec un patrimoine conséquent qui penserait soit rentrer en France
en tant que résident fiscal français ou aurait des héritiers en France ou du patrimoine important en France, ça serait de couvrir les montants en risque en termes de droits d'héritage anticipés du côté français. On les couvre par ce capital permanent, ce qui fait que peu importe l'âge où vous disparaîtriez, eh bien les bénéficiaires toucheraient les liquidités, ils peuvent payer les droits d'héritage et comme ça on peut préserver votre patrimoine de manière intégrale, entière au niveau mondial, à moindre frais avec ce type d'effet de levier. Donc ça, c'est une des stratégies. Donc là, on parle de stratégie de transmission de patrimoine international. L'autre idée étant que si vous avez un capital décès permanent, ça permet également de résoudre certaines des problématiques majeures de planification de retraite et ce qui vous aidera à adopter une stratégie d'amortisation du capital retraite plutôt que de vivre sur les intérêts comme le font la plupart des gens. Et on sait que voilà, lorsque l'on fait un plan, une stratégie d'ingénierie patrimoniale en utilisant ce type d'instrument, on sait que l'impact, ça va être pouvoir de générer des revenus nettement supérieurs par rapport à une approche normale, en payant nettement moins de taxes sur la longue durée, en prenant également nettement moins de risques, et puis finalement en vous permettant d'assurer les impératifs de transmission de patrimoine international qui seront les vôtres à un moment donné, que vous restiez aux États-Unis, que vous repartiez ailleurs, peu importe où seront les héritiers. Donc voilà, c'était pour clore cette session sur ces éléments, ces 12 éléments de se protéger aux États-Unis. Alors, je sais qu'on a certaines questions. Je pense qu'on a quelques minutes pour les adresser, étant donné qu'on est à la dernière session aujourd'hui. Alors, je sais que Philippe avait eu cette première question par rapport à la responsabilité civile. Oui, Philippe, la responsabilité civile dont j'étais en train de parler est bien la couverture Insurance Umbrella que vous pourriez avoir à travers votre agent auto-maison. Donc, en général, c'est recommandé, bien sûr, d'aller vers la personne que vous utilisez. Si vous avez des agences séparées, il faudra sans doute passer en premier par l'agent qui s'occupe de votre couverture auto pour obtenir ce type de produit d'assurance. Okay. Alors, je sais que Eric a répondu en ligne à la plupart des questions. Non, je pense que j'ai répondu Est-ce qu'il y a à d'autres celles questions, qui étaient Eric, posées dans le chat, en tout cas. S'il y en a d'autres, les gens peuvent nous contacter, comme on le disait, mais je pense avoir répondu à toutes celles qui étaient posées. Okay. Quelques questions alors pour Hélène en matière successorale. Alors, la question de Hugues. Quelle fiscalité s'appliquerait dans le cas d'une succession venant de parents français vivant en France envers des enfants citoyens américains vivant aux US? Est-ce que le gouvernement français imposerait des impôts sur cette succession? Hugues, je ne sais pas si ça apparaît, mais en gros, les gens ont souvent cet espoir merveilleux de bénéficier de la fiscalité américaine quand ils sont bénéficiaires d'une succession et qu'ils sont aux États-Unis, mais non, parce qu'en France, ce qui compte, c'est où sont les personnes qui décèdent. Et donc là, dans ce cas-là, vos parents, ils sont français, ils sont résidents en France, et vous serez imposé de toute façon, vous, par la France, sur ce que vous recevrez. Le fait que vous soyez américain et résident aux États-Unis, ça ne changera absolument rien. Vous ne serez pas imposé aux États-Unis, mais vous serez imposé en France. Très bien. Je pense que on a fait toutes les questions. Je pense que tout le monde a eu des réponses. Donc, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Et également, s'il y a autre chose, n'hésitez pas à nous contacter directement. Alors, l'équipe du SA France, on est en backstage. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas également à contacter Hélène, Eric pour répondre à toutes vos questions en termes successorales et puis en termes santé. On se retrouve demain pour certains pour l'aspect entreprise. On clôture l'aspect particulier pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toutes ces journées et puis on espère que ça a été très instructif pour vous. À bientôt. Et à très bientôt, j'espère.